Donc moi, je suis effectivement la responsable de la partie informatique médicale à Necker et à Pompidou. Et donc, nous travaillons sur les données médicales, sur la capacité de les extraire à partir du système d'information et de pouvoir développer un certain nombre d'algorithmes à partir de ces données. Ce que je fais également, c'est que j'ai une chaire à l'Institut Prairie, qui est l'Institut d'intelligence artificielle de Paris, qui va mélanger des gens qui font de l'IA fondamentale, des gens de l'ENS, du CNRS, etc., avec des gens qui font de la santé. Et donc, nous avons tout un pan d'activités sur l'intelligence artificielle en santé et sur lequel, bien entendu, nous traitons beaucoup d'images, mais nous posons aussi la question de la décision médicale et comment cette décision peut être automatisée dans le cadre de la prise en charge des patients. Donc, il y a un certain nombre de réflexions en cours. Alors, Damien m'a demandé de parler un petit peu de big data, et la question qu'on peut se poser d'emblée, c'est est-ce qu'on a besoin de gros volumes de données pour prédire, et est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce qu'il faut créer ces grandes bases de données qui collectent des informations de manière globale? Alors moi je dirais, c'est un petit peu partagé quand même, parce que je dirais oui pour certaines choses. Et si on traverse la Manche, on a UK Biobank, que vous devez connaître. UK Biobank, c'est 500 000 personnes qui sont génotypées, phénotypées et sur lesquelles on peut faire beaucoup d'études. Ce sont des gens dans la population générale qui ont donné un accord pour être recontactés. Et du coup, il y a énormément de publications aujourd'hui qui s'appuient sur ces données de UK Biobank. Alors, je vais vous donner un exemple ici, c'est sur l'hématopoïèse clonale. Vous voyez quand même que ce sont des grosses cohortes. C'est 200 000 patients, 200 000 personnes, en tout cas, pour lesquelles on a analysé le génotype et le phénotype. Et donc, ça a permis de voir qu'il y avait une relation causale entre les gènes de l'hématopoïèse clonale et la survenue de syndrome myéloprolifératif. Bon, vous allez me dire, là, c'est quelque chose qu'on attendait, effectivement, mais ça permet aussi de détecter les relations entre ces gènes, ces mutations, et d'autres cancers. Et en particulier, ils ont pu mettre en évidence la relation avec le cancer de la prostate, le cancer de l'ovaire, etc. Donc, pour pouvoir détecter des événements assez rares comme ça, et des événements qui mélangent la partie génotypique et la partie phénotypique, on a beaucoup plus de puissance quand on est en capacité d'avoir, comme les Anglais, UK Biobank. Et aujourd'hui, il y a quand même énormément d'études qui s'appuient sur ces grandes bases de données, qui ont la capacité qu'on a très peu en France, de mélanger génotype et phénotype, et les gens peuvent être recontactés. Donc c'est vraiment une puissance de frappe qui, je pense, est très importante et qui attire beaucoup, non seulement les chercheurs, mais aussi, bien entendu, l'industrie pharmaceutique. Alors en cardiologie, on a bien entendu d'autres types de données qui arrivent, je dirais, toutes seules. Des données qui arrivent des défibrillateurs implantables, des données qui arrivent des pacemakers, etc. Alors, jusqu'à présent, on a quand même encore beaucoup de difficultés pour intégrer ces données avec le reste du dossier patient, avec les données génotypiques, avec les données phénotypiques. Et c'est généralement fait au travers de plateformes, qui sont des plateformes qui travaillent dans le cadre de la télémédecine. Alors là, j'ai cité Implicity, non pas pour faire de la publicité pour cette société, mais parce que je connais bien Arnaud Rosier, qui a fait sa thèse avec moi, où on s'était dit il faut qu'on traite les alertes qui arrivent des défibrillateurs implantables et des pacemakers, qu'on fasse en sorte que vous ne passiez pas votre temps avec votre smartphone et puis des alertes qui arrivent et il faut les traiter. Donc pouvoir les traiter de manière automatique, pouvoir séparer les alertes qui sont urgentes des alertes qui sont moins urgentes, et donc pouvoir justement avoir ces gros volumes de données. Alors, je pense que parmi vous, beaucoup, vous connaissez Arnaud Rosier. Donc, Arnaud a développé cette plateforme. Il est en train de la commercialiser également, on va dire, dans d'autres pays du monde. Donc, ce sont des données qui, du coup, peuvent arriver de différents dispositifs et sur lesquels on a beaucoup moins de problèmes de confidentialité, sur lesquels on a beaucoup moins de problèmes de partage entre les différents pays. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement utile et que je pense ça va se développer très vite dans les années à venir. Alors, la question qui se pose, justement, on a ces gros volumes de données et puis on a un certain nombre de maladies rares pour lesquelles on n'est pas en capacité d'avoir autant de volume et autant de patients. Alors, je vais vous présenter quelque chose qu'on est en train de faire ici dans le cadre d'un RHU qui s'appelle Silico. Donc, le RHU Silico, c'est sur les ciliopathies. Donc, on essaye de
prédire à la fois quels patients dans des grands entrepôts de données peuvent éventuellement être mutés et avoir une ciliopathie. Et donc, il faut pouvoir détecter dans des gros volumes de données des patients rares. Et il faut être en capacité également de prédire à quel moment l'insuffisance rénale va survenir pour pouvoir proposer une thérapeutique à ces patients. Et au sein de l'Institut Imagine, il y a une société qui est aussi en train de développer des molécules pour pouvoir traiter ces patients. Et bien entendu, il faut intervenir avant la phase de l'insuffisance rénale terminale. Alors, est-ce qu'on est capable quand même de faire de la prédiction de l'intelligence artificielle avec aussi peu de données? La réponse est oui. Bien entendu, pas avec la même facilité que quand on entraîne des chats GPT sur des millions, je ne sais pas combien il peut y avoir de documents qui ont été utilisés pour pouvoir faire ces outils génératifs. Mais on est vraiment sur des tout petits volumes. L'avantage qu'on a sur des instituts comme Imagine, c'est qu'on est sur des petits volumes, mais des données de qualité qu'on maîtrise parfaitement, sur lesquelles les patients sont suivis et sur lesquels on a un très bon génotypage, bien entendu, mais aussi un très bon phénotypage. Et donc, on a utilisé les données qui sont dans l'entrepôt de données qui est ici à Necker, qui s'appelle Dr Warehouse, qui prend en compte la totalité des phénotypes des patients, qui extrait les informations à partir, par exemple, des résultats de laboratoire, qui les extrait aussi à partir de tous les comptes rendus qui peuvent être produits, comptes rendus d'imagerie, comptes rendus, je sais pas, opératoires, toute la partie textuelle du dossier patient. Et cette partie textuelle, elle est extrêmement importante pour les maladies rares parce que c'est là qu'on va décrire l'histoire du patient, c'est là qu'on va décrire le patient n'a pas tel signe, mais il a tel signe, etc. Et dans un certain nombre de pathologies qu'on est encore en train d'explorer, on n'a pas forcément de questionnaire, de quelque chose qui soit vraiment complètement établi pour recueillir l'ensemble des signes. Donc on fait ça et du coup on a pu travailler sur l'entrepôt de données qui est l'entrepôt de Necker. On va également transposer ce même modèle à Pompidou dans les mois qui viennent pour voir si on est aussi en capacité de détecter des patients. Et les résultats sont très bons. Donc il faut bien entendu pouvoir tenir compte du fait qu'on ait un nombre de cas qui est bien inférieur au nombre de contrôles, au nombre de patients qui ne sont pas atteints de la maladie. Il faut qu'on prenne en compte également les dépendances entre les phénotypes parce que insuffisance rénale ou insuffisance rénale terminale, enfin vous voyez, il y a plusieurs façons de représenter quelque chose qui est assez proche. Et donc on va prendre en compte toutes les relations qu'il y a entre les phénotypes dans une ontologie qui s'appelle HPO, Human Phenotype Ontology. Et quand on mélange tout ça, quand on est en capacité de repérer un certain nombre de paramètres dans ces grandes dimensions de données, quand on est en capacité de traiter je sais pas comment dire, le déséquilibre chercher le mot en français, le déséquilibre de classe, quand on est en capacité de prendre en compte les dépendances entre phénotypes, on a des résultats qui sont très bons. Et là, donc, sur un résultat avec 90% de spécificité, on obtient des sensibilités qui sont très bonnes puisqu'on arrive à 86% et on considère que sur des capacités de détecter des patients dans des grands entrepôts de données, surtout quand il s'agit de maladies rares comme ça, eh bien c'est extrêmement prometteur et on a l'intention de continuer à travailler sur ces pathologies-là. Et je pense que ces méthodes-là peuvent tout à fait s'adapter à des petits volumes de données, des small data, mais quand les données sont bien entendu de qualité, je pense que ça va être un des enjeux pour l'avenir. J'en parle de ces small data parce qu'en fait, on a tendance à dire quand on fait de l'intelligence artificielle, il faut plein de données. C'est vrai que c'est plus facile. On a besoin à ce moment-là, on peut entraîner des modèles de façon plus rapide, mais on a aussi la nécessité de pouvoir travailler avec des petits volumes de données. Et on sait très bien que dans la médecine de précision, on va être de toute façon sur plein de maladies rares. Alors, je voulais parler d'autre chose, et Sophie Connell va en parler aussi tout à l'heure, c'est la portabilité de ces algorithmes. Et je voulais vous donner un exemple. Au début de la crise Covid, on a monté tout un réseau d'hôpitaux qui étaient en capacité d'avoir des données qui étaient à peu près similaires. Et la PHP a fait partie de ce réseau d'hôpitaux. Ce réseau a été piloté par Harvard. Et donc, on a constitué comme ça un réseau avec des hôpitaux qui sont des hôpitaux européens, des hôpitaux asiatiques et des hôpitaux américains.
Et donc, un des objectifs au tout début, c'était bien entendu, enfin tout le monde a essayé de faire ça, prédire la mortalité hospitalière des patients atteints de Covid. Alors on a fait un premier modèle, on s'est dit on va faire un modèle sur les données de laboratoire pour ne pas justement utiliser des données qui pourraient être absentes dans un grand nombre de dossiers. Donc on est parti sur les données de laboratoire et on a créé un modèle prédictif qui donnait de très bons résultats, un modèle prédictif qui était basé sur 17 variables. Et donc ce modèle prédictif, il fonctionnait bien sur certains hôpitaux. Il fonctionnait bien en particulier à la PHP, il fonctionnait bien aux États-Unis. Et on a essayé de le transposer sur d'autres pays et d'autres hôpitaux, et il ne fonctionnait plus en Allemagne. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait un certain nombre de données manquantes au niveau du premier bilan d'entrée dans certains hôpitaux, et que du coup, ce modèle, les performances se dégradaient quand on l'utilisait sur ces hôpitaux. Et du coup, on a retravaillé tous ensemble pour aboutir à un modèle qui était plus restreint, un modèle plus petit, puisqu'il était basé simplement sur 9 variables, mais qui prédisait mieux et de façon en tout cas plus régulière au niveau des différents hôpitaux. Donc ça, c'est aussi un point important. Quand on entraîne sur des bonnes données, on voudrait avoir également des bonnes données sur quand on va prédire pour un individu en tant que tel. Sinon, de toute façon, ça ne marche pas. Il faut avoir une cohérence entre les données sur lesquelles on entraîne et les données sur lesquelles on va bien entendu valider l'algorithme, mais aussi les données sur lesquelles on va l'appliquer de façon générale. L'autre point, je vais juste évoquer, donc c'est quelque chose qui va être présenté par Sophie Quenel tout à l'heure. Alors Sophie, elle travaille avec moi et avec Damien sur en particulier les scores de prédiction des complications en cas de cathétérisme cardiaque. Et donc Sophie va vous présenter ce travail où en fait on a utilisé le score d'impact qui a été créé sur un registre américain de 39 000 patients, et on a regardé comment on pouvait le transposer à Necker. Et en fait, les performances n'étaient pas bonnes. Et Sophie va vous expliquer tout ce qu'on a fait pour pouvoir justement améliorer ces performances et réentraîner le modèle en fait sur les données de Necker. C'est vraiment un point important. C'est comment ces modèles se généralisent. C'est vraiment notre sujet aujourd'hui. Et c'est le sujet qu'on aborde avec des modèles qui peuvent être des modèles différents. Enfin, quand je parle modèle, là, pour le coup, ce sont des modèles informatiques, des infrastructures informatiques. Est-ce qu'on veut avoir un entrepôt de données centralisé, type registre par exemple, le registre sur des cathétérismes cardiaques? Est-ce qu'on veut avoir des modèles qui soient des modèles dits fédérés, c'est-à-dire chacun garde ses données là où il veut les stocker, et ensuite on entraîne le modèle de façon incrémentale sur ces données. Incrémentale ou non incrémentale, puisqu'on peut entraîner le modèle sur une institution A, une institution B ou C, et ensuite on va utiliser les trois modèles et faire un modèle général à partir des poids qui ont été donnés par les différentes institutions, différentes variables. On peut le faire aussi de manière incrémentale, et ça a été fait beaucoup en imagerie avec des modèles qui ont été beaucoup développés aux États-Unis et qui ensuite ont été transportés dans d'autres établissements, où en fait on entraîne dans un premier établissement, on passe à un deuxième qui réentraîne et modifie les variables, on passe à un troisième, etc. Et de manière habituelle, ce qu'on fait, c'est qu'on refait une boucle pour pouvoir vérifier que le modèle est bien convergent et qu'il est bien stable. Donc, ces modèles fédérés, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'en France, on est parti sur une approche très centralisée avec, on va donner le nom, c'est le Health Data Hub. Au départ, ils étaient partis sur, on va stocker plein de données, les données du SNDS, bien entendu, donc de l'assurance maladie, mais aussi d'autres types de données. Et en fait, maintenant, ils sont repartis sur un modèle fédéré où les bases de données vont être des bases de données plus locales et on va pouvoir avoir un catalogue de ces bases de données. Alors, est-ce qu'on a besoin surtout de nouveaux modèles pour prédire? Alors, un des modèles qu'on est en train de développer ici à l'Institut Imagine et qui s'adapte très très bien aux maladies rares, c'est ce qu'on appelle les systèmes de santé apprenants. Alors, vous allez me dire, les systèmes de santé apprenants, c'est quelque chose de très ancien. 2007, Académie de médecine américaine. Sauf qu'on n'arrive pas à les développer en France. Et on n'arrive pas à les développer en France parce qu'on considère que d'un côté, il y a les cliniciens qui font du soin, et de l'autre côté, il y a les chercheurs qui font de la recherche. Et quand on doit mélanger les données et les réutiliser avec une boucle qui fonctionne en permanence, eh bien, on est bloqué par un certain nombre d'obstacles réglementaires.
On a essayé de le mettre en place malgré tout ici, parce qu'il y a un certain nombre de modèles qui sont développés, bien entendu, par les laboratoires de recherche. On a aussi cet entrepôt de données à Necker, qui est un entrepôt de données très très riche avec tous les dossiers patients. Et donc, on est en train de faire en sorte qu'on puisse utiliser les modèles génétiques en même temps que le phénotypage à partir du dossier patient. Et on va pouvoir utiliser des modèles de similarité, par exemple, pour pouvoir, quand un patient se présente à la consultation et qu'on n'a pas le diagnostic, rechercher des patients similaires au sein de l'entrepôt de données et pouvoir justement regarder quelles sont les caractéristiques génotypiques de ces patients. Et c'est ça le modèle de santé apprenant, c'est le fait de pouvoir avoir cette boucle continue entre le soin et la recherche, de pouvoir mettre ensemble tous ces éléments-là. Alors, on a des résultats qui sont des résultats intéressants. Je pense qu'on peut vous les communiquer, même si c'est pas dans le domaine de la cardiologie. Mais avec Riman Abou, par exemple, sur des épilepsies rares, on a été en capacité de trouver des patients qui n'avaient pas été diagnostiqués au préalable, et simplement à partir des bases de données et en regardant quels étaient les patients similaires qui avaient été génotypés, pour lesquels on avait le gène causal de la maladie, et ces patients matchaient avec les patients qui n'étaient pas diagnostiqués. Donc c'est ça cette problématique de système de santé apprenant. Je pense que c'est vraiment un point important. Ça a été beaucoup étudié aux États-Unis. L'Amérique du Nord en fait beaucoup. Nous, on est vraiment en difficulté pour réussir à avoir ces modèles de santé apprenant. Il a été montré que les systèmes de santé apprenants étaient surtout utiles pour les sous-groupes, les sous-populations spécifiques sur lesquelles justement on avait assez peu de connaissances et sur lesquelles on avait besoin d'avoir cette boucle permanente. Et en particulier, c'est quelque chose qu'on peut très bien développer sur des patients non génotypés ou sur lesquels on n'a pas le gène causal, d'essayer d'avoir cette boucle. Et ça, c'est un des exemples, par exemple, où on prédit bien les arythmies ventriculaires pour des gens qui sont génotypés, et puis pour les autres, on les prédit beaucoup moins bien, et je pense que ces systèmes de santé apprenants qui sont développés ici pourraient très bien s'adapter à des pathologies de ce type-là. Autre type de modèle, ce que je vous ai montré ici, c'est qu'en fait, on a une très bonne prédiction pour des patients génotypés, on a une mauvaise prédiction pour des patients non génotypés. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on est en capacité de donner une prédiction par sous-groupe ou pas? Actuellement, c'est quelque chose qui est assez peu développé dans les algorithmes qu'on voit, mais c'est quelque chose qui va bien entendu devoir être développé. Et nous travaillons actuellement, sur le plan méthodologique, à développer des algorithmes qui soient capables de dire « je ne sais pas ». Et donc, enfin, en fait, on essaye de faire en sorte que les prédictions soient des prédictions plus justes et que l'algorithme ne donne pas quelque chose avec un intervalle de confiance comme ça, ou bien alors avec des prédictions qui pourraient être erronées, et que l'algorithme soit capable de dire ça, je ne sais pas, et par contre, je vais prédire pour les autres. Et ça a été mis en place, en fait, c'est des méthodes qui sont en cours de développement, et ça reste encore de la recherche en intelligence artificielle. Jusqu'à présent, ces méthodes-là sont encore très préliminaires. Et ce que fait l'algorithme ici, par exemple, celui qui est présenté dans ce papier, c'est qu'il va regarder, il va comparer le patient, le cas, à la population sur laquelle il a appris. Si il a bien prédit pour des cas similaires sur la population d'entraînement, à ce moment-là, il va prédire. Sinon, il dit « je ne sais pas ». Et donc, ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est assez nouveau quand même dans le domaine parce que les gens généralement veulent prédire pour tout le monde et de façon assez globale. Or, on sait qu'on ne peut pas prédire pour certains patients et on veut avoir des algorithmes qui soient capables de dire « je ne sais pas ». C'est, je pense, quelque chose de très important si on veut les installer dans les services cliniques parce que ça permettra d'avoir confiance dans les prédictions qui sont faites et de savoir que pour les autres, on n'a pas de prédictions fiable. Je pense que c'est quelque chose aussi qui fait appel à l'explicabilité. Ça, c'est un point qu'on a un petit peu laissé de côté ces dernières années. On a l'impression qu'il suffit d'avoir beaucoup de données pour avoir des algorithmes qui vont pouvoir tout faire. Or, on sait, et en particulier dans un hôpital comme Necker, avec des maladies rares, on sait très bien qu'on a besoin de modèles explicatifs qui soient des modèles qui soient basés sur les connaissances.
Et je vous ai juste mis ici la photo de Michel Dumontier, qui est un de mes collègues que j'apprécie beaucoup et qui justement a travaillé d'abord sur les parties représentation de connaissances et qui maintenant s'intéresse à comment on intègre des connaissances dans les algorithmes et comment on est en capacité de développer ces méthodes hybrides qui prennent en compte les connaissances et qui prennent en compte également l'apprentissage à partir des données. C'est quelque chose qu'on développe aussi dans le cadre des digital twins, des jumeaux numériques. Les gens ont l'impression qu'un jumeau numérique, c'est quelque chose avec plein de capteurs qui va récupérer plein de données et qui va savoir tout faire. En fait, un jumeau numérique, à l'origine, c'est pas ça du tout. À l'origine, ça a été créé par la NASA pour développer des modèles in silico, pour développer des objets in silico, et ensuite pouvoir les développer en vrai et les envoyer sur la Lune, etc. Enfin bon, pour pouvoir justement faire une anticipation du comportement de ces objets. De la même façon que pour faire une anticipation du comportement d'un patient, on va avoir besoin d'un modèle qui soit un modèle biologique ou un modèle de développement au fil du temps d'un bébé, par exemple, comment l'organe va se développer, etc. Et les jumeaux numériques doivent obligatoirement intégrer ces deux types de modèles. C'est quelque chose qu'on voit assez peu dans la littérature médicale. Quand vous regardez Medline, on a assez peu l'impression que ce soit bien compris. Mais en informatique, en tout cas, on considère qu'un jumeau numérique, c'est l'association d'un modèle qu'on dit mécanistique, biologique, de modèle d'organes, etc., avec un modèle qui soit un modèle appris à partir des données, donc qui soit un modèle dit intelligence artificielle. Et donc, on va avoir à partir des données un renforcement du modèle biologique, et le modèle biologique va pouvoir également donner l'explicabilité qu'on attend de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est vraiment un point important sur la prise de décision. C'est ce qui nous permet aussi de faire de la simulation et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des outils qui soient implémentables en clinique parce qu'à un moment, il va falloir expliquer aux patients et il va falloir avoir ce modèle sous-jacent biologique ou modèle d'organe pour pouvoir expliquer. Alors aujourd'hui, c'est assez peu développé encore en médecine. Par contre, je pense que le champ de la cardiologie est un champ extrêmement prometteur pour développer ce type de méthode et Damien pourrait en parler mieux que moi sur le champ de la cardiologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les développe essentiellement là où il y a des modèles d'organes, la cardiologie, la neurologie, ou alors là où il y a beaucoup de machines, les soins intensifs, les ventilateurs pour prédire la décision qu'il va falloir prendre pour la ventilation du patient. Donc on reste quand même sur des modèles qui sont des modèles avec un périmètre qui n'est pas le périmètre du patient de façon générale, mais vraiment le cerveau, le cœur, etc. Alors, est-ce que ces outils vont pouvoir se développer en particulier dans l'avenir, dans le secteur de la pédiatrie et pour les patients? Eh bien, je pense que oui, parce que là, c'est une étude, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est une étude qui a été menée avec David Drummond, qui est ici à Necker en pneumologie. Parce que, bon, une des possibilités, c'est d'utiliser justement des jumeaux numériques pour les crises d'asthme, pour un patient asthmatique et pouvoir lui dire à quel moment il doit augmenter les doses, etc. Et donc, la question qu'il a posée, c'est à tout un ensemble de patients. Donc, il a pris un échantillon de 100 patients qui est asthmatique, et avec les parents, bien entendu, et il a demandé, est-ce que vous seriez prêt à utiliser des jumeaux numériques dans l'avenir pour le management de votre asthme? Et alors, ce que vous voyez ici, c'est que la plupart disent oui. On a seulement 3% des patients qui disent non. 3% qui disent non, je veux que la décision soit prise uniquement par le médecin. Pour les autres, on a quand même un gros pourcentage, donc 19% des personnes qui disent oui, l'intelligence artificielle, le digital twin pourrait prendre la décision tout seul et je suivrai cette décision. Et pour les autres, en fait, c'est un mixte entre le fait de pouvoir avoir le médecin, bien entendu, qui contrôle la décision du digital twin, et puis l'outil numérique qui peut être un outil sur smartphone vraiment portable pour le patient. Donc ça, je pense que c'est quelque chose. Je trouve que cette étude est extrêmement intéressante parce que elle montre d'une part que les jeunes sont tout à fait partants pour utiliser cette technologie au quotidien pour le management de leur pathologie et que c'est quelque chose qui va obligatoirement se développer pour la prise en charge de ces jeunes patients. Donc c'est quelque chose qui pourrait très bien être mis en œuvre également en cardiologie. Alors, mon dernier point est sur le
le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est comment justement on va en clinique et comment ces modèles qui ont été appris à partir de données peuvent aller en clinique et être utilisés avec le clinicien. Je voudrais juste mentionner deux choses. La décision clinique, en fait, c'est un processus. Enfin, je ne vais pas vous en reparler, hein. Moi-même, je suis médecin. La décision clinique est quelque chose de complexe. Et quand on veut évaluer les outils, en fait, on les évalue par rapport à ce que ferait un clinicien expert à la place de l'algorithme. Et par exemple, Alexandre Loupy a travaillé sur la prédiction de rejet de greffe et il a regardé si justement son outil prédisait mieux que le clinicien. Et en fait, son outil prédit mieux que le clinicien. Et surtout, il a constaté qu'il y avait une grande variabilité entre les cliniciens sur la prédiction. Et en fait, la décision médicale, on l'aborde assez peu sur la comparaison des décisions entre médecins. Et je pense que c'est un point important. Moi, je vous ai mis donc vous connaissez bien entendu Alexandre, donc avec ses travaux sur la transplantation. Mais je vous ai mis un autre exemple c'est un travail qu'on a fait à Pompidou sur les traitements en oncologie. Notre objectif, c'était de pouvoir prédire à quel moment il fallait baisser les doses de chimiothérapie. Là, on s'est intéressé à l'irinotécan. Vous savez que pour l'irinotécan, il y a des patients qui peuvent avoir une mutation et pour lesquels il va falloir diminuer la dose. Donc, on a comparé, bien entendu, les patients mutés et les patients non mutés. On a constaté que pour les patients mutés, on réduisait bien les doses, on était bien sur des doses à peu près de moitié de la dose normale. Et après, on s'est retrouvé face à ce que vous voyez ici, c'est-à-dire un espèce de plat de spaghettis. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va réussir à partir de cet enchevêtrement de diminution, réaugmentation de dose, à prédire à quel moment il faut baisser la dose? Et on n'a pas réussi, en fait. Aucun algorithme ne marchait, aucune combinaison de variables n'était explicative. Et donc, on a réuni les cliniciens et on leur a demandé quels étaient leurs critères à eux pour baisser la dose. Et je vous ai pas montré tous les cliniciens qu'on a interrogés, mais là, je vous en ai mis 2. Donc, bien entendu, ils prennent en compte la toxicité. Et là, vous voyez donc la toxicité. Alors, il y a les différents paramètres de toxicité de l'oncologie, vous les connaissez, hein. Et quand on regarde la toxicité de grade 4, donc ça correspond à ce que j'ai entouré en jaune ici. Donc, vous voyez le médecin 2 et le médecin 3. Donc, si vous regardez les vomissements, donc au niveau toxicité de grade 4, donc on a des cliniciens. Le chiffre que vous voyez correspond au poids que le clinicien accorde aux paramètres pour baisser la dose. C'est-à-dire que quand il met un poids 100, c'est qu'à chaque fois que ce paramètre est présent, il baisse la dose. Et ce que vous voyez, c'est qu'entre les deux cliniciens, là, 2 et 3, mais c'est vrai pour les autres aussi, on a des grosses différences. C'est-à-dire que le clinicien 2, quand un patient vomit, au niveau 4, hein, quand même toxicité de grade 4, il baisse la dose. Alors le clinicien 3, conserve la dose. Et on leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Sur quels critères est-ce que vous prenez votre décision? Et en fait, la réponse a été extrêmement simple, je fais comme pour moi. Et il y a des cliniciens, en fait, qui se disent, je suis capable de supporter à condition que j'ai la dose maximale, parce que ça va me donner ça me donnerait le plus de chances de guérir. Et donc, ce paramètre de la décision médicale, je pense que c'est quelque chose d'hyper important, qu'on laisse souvent un petit peu de côté. Il y a vraiment des travaux extrêmement importants à faire. Et dans le cadre de Prairie, donc de l'Institut d'intelligence artificielle de Paris, on a monté un groupe de travail sur les problématiques de décision automatisée. Et on le fait avec des juristes également qui ont le même problème en fait, sauf que les juristes, ils ont une grosse différence par rapport à nous, c'est que les juristes ont la loi. Et donc on est capable de dire c'est une mauvaise décision parce qu'elle est discriminante, c'est une bonne décision parce qu'elle correspond à la jurisprudence. Nous, on a quand même beaucoup plus de difficultés pour dire quelle est la loi et comment il faut prendre les décisions. En tout cas, je pense que c'est un problème qui peut être débattu pendant très longtemps. Autre point, c'est que une fois qu'on a ces algorithmes, il faut pouvoir les installer dans le système d'information. Et ça, c'est un papier. Alors, c'est un papier qui est en préprint. Hein, c'est un papier de l'équipe de Stanford qui, en fait, pointe bien sur ce problème-là. Et c'est un problème qu'on a aussi dans les systèmes de santé apprenants.
c'est comment on est en capacité d'intégrer l'algorithme de prise de décision dans le dossier patient informatisé. Et à Stanford, ils ont leur propre système, et donc ils ont développé donc un entrepôt de données. À partir de l'entrepôt de données, ils font des algorithmes, et les algorithmes sont injectés ensuite dans le dossier patient. C'est ce que vous voyez ici. Hein. Vous voyez, c'est leur logiciel, donc qui leur permet d'avoir toute la chaîne de traitement avec la production d'algorithmes et puis l'intégration d'algorithmes ensuite dans le dossier patient, et l'intégration également de la décision qui va être prise dans le système d'apprentissage continu sur l'algorithme. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place ici. Alors, c'est un petit peu plus difficile avec Orbis au niveau de la PHP. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour avoir des systèmes de dossiers patients du niveau le plus élevé, du niveau 7 sur l'échelle des dossiers patients informatiques, il faut de toute façon qu'on soit en capacité d'avoir des systèmes d'aide à la décision. Et ça, c'est vraiment un enjeu important. L'autre enjeu, c'est quelque chose qui est mentionné au début de cet article. Ils disent, mais en fait, on a 250 000 articles dans Medline qui parlent de stratification du risque automatisé. 250 000, c'est énorme. Et je suis allée regarder, et maintenant on est à 285 000. Et donc, on a vraiment une littérature extrêmement abondante sur ces calculs de risque. Et la question qui se pose derrière, c'est lesquels va-t-on implémenter ? Lesquels sont valables, lesquels peuvent fonctionner sur mon hôpital et lesquels vont me donner la meilleure prédiction possible. Et du coup, on a un autre enjeu qui est la capacité de pouvoir les faire passer par tout le process de validation par les autorités de santé. Aujourd'hui, quand vous regardez ce que la FDA a autorisé comme algorithmes qui peuvent être mis en clinique, en fait, ce sont essentiellement des algorithmes qui traitent de l'image, mais aussi qui traitent des ECG. Enfin, c'est vraiment des algorithmes qui prennent une source de données et qui sont en capacité de générer beaucoup de volume de données et qui du coup vont être en capacité de vérifier que l'algorithme va fonctionner sur un établissement et aussi sur un autre. Donc il y a tout ce process, et bien entendu quand on est sur des décisions qui sont des décisions critiques et des décisions pour traiter ou diagnostiquer le patient, on est au niveau 4, au niveau le plus élevé de difficultés et d'exigence en fait de la FDA, et la haute autorité de santé est aussi en train de demander ce genre de choses. En fait, les algorithmes deviennent des devices. Ça devient des dispositifs médicaux, et donc ils doivent passer par tout le process de dispositifs médicaux, dont l'essai clinique. Et c'est ma dernière slide. C'est pour dire un petit peu ce que font les Américains justement sur ces outils-là. Alors là, c'est une très bonne équipe aussi. C'est Johns Hopkins qui travaille sur la capacité de développer des algorithmes à partir de leurs dossiers patients, de leur système d'information. Vous savez, aux États-Unis, il y a tout un réseau d'hôpitaux qui travaillent ensemble. Tous les hôpitaux, alors il y a beaucoup sur la côte Est qui travaillent ensemble et qui sont justement en capacité de développer des algorithmes, de les passer au suivant, etc. Et ils sont aussi en capacité d'évaluer tous ensemble les algorithmes, c'est-à-dire de pouvoir faire des essais cliniques multicentriques évaluant le bénéfice de l'algorithme pour la prise de décision pour le patient. Alors ça, c'est un exemple. Il y a assez peu aujourd'hui de produits pour lesquels il y a des publications justement en recherche multicentrique prospective pour la validation des algorithmes. Ça, c'en est un. C'est sur l'alerte pour l'infection, en fait, le sepsis de patients, avec des patients qui sont aux urgences ou des patients qui sont pris en charge autrement dans les unités de soins, et sur lesquels donc l'algorithme a été développé par Sushi Saria, et cet algorithme a été ensuite évalué de façon prospective sur un grand nombre de patients. Vous voyez ici, il y a le nombre de patients qui ont été monitorés avec cet outil. Donc, on est vraiment à plusieurs centaines de milliers de patients, dont certains qui avaient un sepsis, et elle a montré en fait le bénéfice d'utiliser cet outil sur la mortalité, sur l'insuffisance rénale, enfin toutes les défaillances d'organes qu'on peut avoir en cas d'infection chez ces patients, qui sont avec des bénéfices en plus qui sont plus importants sur les patients graves, donc un impact à tout point de vue pour le patient, mais aussi médico-économique, etc. Enfin, des études qui sont des études prospectives, d'essais cliniques sur ces devices qui deviennent des devices qui doivent passer justement par toutes ces étapes. Voilà, j'ai fini. J'ai peut-être été un petit peu longue, je suis souvent un peu longue.